Mettre des moyens sans faire les choses qui, pour le moderniser, accompagner, transformer, avoir parfois du bon sens, c'est pas aider les gens. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. On se souvient tous de cette phrase prononcée par Emmanuel Macron il y a 2 ans. Et c'est d'autant plus intéressant de regarder la vidéo aujourd'hui qu'en réalité il s'agissait d'investir de l'argent dans l'hôpital public. Et avec les 2 confinements, depuis, le gouvernement a injecté des centaines de milliards d'euros dans l'économie française. Alors, peut-être à juste titre, hein. Mais du coup, moi je me pose une question, c'est est-ce que quand on est au gouvernement, on dispose d'argent magique? Et moi, quand j'ai une question en économie, j'appelle Gaël. Gaël Giraud. Merci Gaël d'accepter de répondre à mes petites interrogations. Alors, est-ce que oui ou non, il y a de l'argent magique? Moi, je suis un peu perdu là. Alors, il n'y a pas d'argent magique, ça n'existe pas, effectivement. Simplement, il y a un gouvernement qui est pris dans ses propres contradictions, puisque ce gouvernement-ci veut organiser, même s'il ne le dit pas comme tel, l'austérité budgétaire. Donc, il veut absolument réduire les dépenses publiques, parce qu'il croit, mais ça relève de l'idéologie, que la dépense publique, c'est mal, et que c'est inefficace, ça ne sert à rien. Et ça ne fait que gonfler la dette publique. Voilà. Donc ça, c'est la ligne de fond du gouvernement. Lorsque Macron répond à une médecin ou une infirmière, je ne sais plus, avant la pandémie, écoutez ma chère, il n'y a pas d'argent magique, donc vous n'aurez pas un centime de plus. Et même d'ailleurs, ce gouvernement avait diminué d'1 milliard le budget de l'hôpital public avant la pandémie. Il dit ce qu'il pense. Et ensuite, lorsqu'il dit quoi qu'il en coûte, c'est juste qu'il a pris conscience brutalement, à la faveur de la pandémie, que ne rien faire coûtera encore plus cher. Il fera exploser encore plus le ratio, disons, fétiche sur lequel ces gens-là réfléchissent, qui est le ratio dette publique sur PIB. Un ratio qui n'a aucun sens économique, parce que la dette, c'est un stock, le PIB, c'est un flux. Donc, quand vous faites le ratio d'un stock et d'un flux, c'est comme si vous mélangiez des kilogrammes avec des joules, c'est pareil, ça n'a rien à voir, premièrement. Et deuxièmement, ce ratio de toutes les manières a explosé. Il était en gros de 98-99% avant la pandémie. Il sera au moins de 120, peut-être même 122-123% à la fin de l'année. Il va être très élevé. Il va être encore plus élevé en Italie, qui est dans une situation bien plus précaire que la nôtre, qui va arriver dans les eaux qui étaient celles de la Grèce en 2010, autour de 170% du PIB. Voilà. Et ce ratio fétiche sert de boussole à la politique publique de ce gouvernement, alors qu'il n'a aucun sens, et que voilà, c'est pas parce qu'on a 120% de PIB de dette publique qu'il faut baisser la dépense publique, au contraire. Je pense que la démonstration a été faite avec la pandémie qu'on a besoin d'un système sanitaire public beaucoup plus efficace que celui dont nous disposons aujourd'hui. Donc maintenant, tout d'un coup, il comprend qu'il faut dépenser un minimum pour maintenir à flot une économie qui, sans ça, va s'effondrer. Oui, donc ça, c'est le plan de relance, en fait. T'en penses quoi, toi, Gaël, de ce plan? Ce gouvernement refuse toujours de faire véritablement de la dépense publique. Le fameux plan de relance de septembre est un faux plan de relance, puisque sur les 100 milliards annoncés de manière un peu tonitruante par ce gouvernement, il y en a une quarantaine qui proviennent de l'Union européenne, qui ne proviennent pas de l'argent public français, mais qu'il va falloir quand même que nous remboursions, et donc pour lesquels très certainement les impôts des classes moyennes vont augmenter, puisque par construction avec ce gouvernement, les impôts des riches n'augmentent pas, ils baissent. Donc il y a 40 milliards qui viennent de l'Union européenne, et sur les 60 restants, on a 30 qui étaient déjà budgétés. Donc que l'État aurait dépensé de toutes les manières. Par exemple, les 4 milliards de dépenses publiques pour le train, pour en fait maintenir en état le réseau ferroviaire. Et donc ça, c'était déjà budgété, c'est pas de la dépense supplémentaire. Donc le gouvernement a maquillé de la dépense qui était déjà budgétée en nouvelles dépenses dans un faux plan de relance. Donc en réalité, ce qu'il est en train de chorégraphier en ce moment, c'est un véritable plan d'austérité budgétaire maquillé derrière un plan de relance. Alors après, est-ce qu'il pourrait faire autrement? Donc est-ce qu'il pourrait dépenser beaucoup plus? La réponse est oui. Il n'y a aucun problème. Il pourrait s'endetter. Aujourd'hui, la France s'endette sur les marchés financiers à des taux négatifs. Donc en fait, le marché paye la France pour qu'elle leur emprunte. Donc c'est le moment au contraire de s'endetter pour pouvoir enfin, à mon avis, financer la reconstruction écologique de notre pays. Et si on passe au niveau européen, pareil, on dirait que les dogmes qui prônaient la stabilité monétaire s'envolent. Il y a la Banque centrale européenne qui rachète les dettes des pays de l'Union européenne à coups de milliards, et elle a suspendu, alors peut-être pour le moment, sa règle des 3% de déficit public. Est-ce qu'on assiste à un vrai changement de politique ou c'est toujours de la magie qui continue d'opérer? Ça n'est pas de la magie. La BCE, la Banque centrale européenne, a tout à fait les moyens, et elle le fait depuis longtemps en fait, depuis plus de 10 ans, de racheter les titres de dette publique qui ont été achetés par des banques privées. Donc le mécanisme aujourd'hui, c'est l'État français, par exemple, fait ce qu'on appelle une adjudication du Trésor. Donc il émet de la dette publique française, elle est rachetée immédiatement par une banque privée,
du type de celles que vous connaissez, que nous connaissons tous, BNP, Société Générale, BPCE, etc. Et puis, cette banque détient maintenant donc un titre de créance sur la France et elle le revend quasiment aussitôt à la Banque Centrale Européenne, moyennant évidemment une petite commission. Donc tout ça, ça fait beaucoup de déjeuners gratuits pour nos amis banquiers. Et la BCE, du coup, récupère ces titres de dette publique dans son bilan. Comment est-ce qu'elle fait ça? Elle crée de la monnaie, tout simplement, ce qu'elle a le droit de faire, puisque c'est la Banque centrale, elle n'a de compte à rendre à personne sur la manière dont elle crée elle-même de la monnaie, ce qui est sa prérogative. Voilà. Donc là, il y a rien de magique. C'est quelque chose que fait la BCE au moins depuis 2009 et qu'elle fait de manière massive depuis 2015. À telle enseigne qu'elle a aujourd'hui plus de 2200 milliards d'euros de titres de dette publique de la zone euro à son bilan, dont plus de 420 milliards de dettes publiques françaises. Toute cette dette-là, à mon avis, on pourrait très bien décider collectivement de ne pas la rembourser, tout simplement parce qu'en réalité, on l'a déjà remboursée. Au sens où, lorsque la BCE a racheté ses titres de dette publique à des banques privées, elle a racheté tout ce que ces titres pouvaient rembourser à son détenteur privé, qui était la banque en question. Donc, en fait, la dette a déjà été payée grâce au pouvoir de création monétaire de la BCE. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation complètement ubuesque où nos gouvernements de la zone euro vont nous obliger à faire de l'austérité budgétaire au motif qu'il faudrait rembourser une dette à notre propre banque centrale, dette qui a déjà été payée auprès du secteur privé. Alors peut-être que tu as suivi au printemps dernier, il y a eu pas mal de discussions là-dessus. Je continue de maintenir avec d'autres que c'est techniquement faisable. Ça a été reconnu par la Banque des règlements internationaux, la BRI, qui est la banque centrale des banques centrales, à Bâle, en Suisse. Et le seul obstacle est un obstacle politique. Oui, c'est ça, c'est politique. C'est-à-dire que ça, on le fait en période de crise, mais on aurait pu le faire bien avant pour le social, la santé, la transition écologique. Tout à fait, on aurait pu le faire bien avant. Alors après, tu m'as demandé s'il y avait eu un changement de doctrine de la part des institutions communautaires européennes. La réponse est quand même un tout petit peu oui. Le fait que en septembre, on ait émis pour la première fois de la dette communautaire européenne, parce que l'Allemagne enfin a cédé. Ça, c'est une petite concession accordée par l'Allemagne du bout des lèvres, parce qu'elle sent, en disant Angela Merkel, qui est une fine politique, sent que si on ne fait pas ces concessions maintenant, le sort de l'Italie et de l'Espagne va devenir extrêmement critique dans les mois qui viennent. Et la différence, c'est que l'Italie n'est pas la Grèce, Rome n'est pas Athènes, et on ne pourra pas infliger à l'Italie ce que la Troïka a infligé à la Grèce entre 2010 et 2015. Ou, pour le dire autrement, si on essaye, très vraisemblablement, Salvini ou un autre arrive au pouvoir en Italie et l'Italie sort de la zone euro. C'est ça le coup d'après. Donc, comme Angela Merkel sait jouer aux échecs, elle anticipe et elle dit bon, faisons une petite concession maintenant, minimale, parce que les sommes qui ont été empruntées par l'Union européenne sont trop faibles, sont insuffisantes par rapport à l'énorme trou d'air que provoque la pandémie en Europe. Et donc, elles vont à peine colmater quelques brèches, et encore. Mais disons, voilà, symboliquement, il y a eu une petite concession. Je suis obligé de le reconnaître, je dois ça à l'honnêteté. Si je te suis bien, en fait, il n'y a rien de magique dans tout ça, mais au contraire, c'est plutôt une question très politique. Absolument. Comment est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut se réapproprier ce pouvoir sur ces questions-là? Je pense qu'il faut absolument comprendre que la décision qui a été prise d'inscrire dans le traité de Maastricht en 1992 ce qu'on appelle l'indépendance de la Banque centrale européenne est un extraordinaire coup. Le fait d'avoir rendu la Banque centrale européenne indépendante a permis en fait à une toute petite élite européenne, mais aussi internationale, qui est bénéficiaire des dividendes du secteur financier, de s'enrichir considérablement. Pourquoi? Parce que la Banque centrale européenne, depuis des années maintenant, crée des milliers de milliards à destination des banques, au motif qu'il faut sauver les banques. En fait, cet argent est utilisé par les banques non pas pour accorder du crédit à l'économie réelle, mais pour spéculer sur les marchés financiers, de manière à maintenir le prix des actifs financiers très élevé. Et de fait, alors qu'on est dans un marasme économique assez profond depuis des années, le cours des actifs financiers continue de s'envoler tranquillement et le découplage entre la sphère financière d'un côté et la sphère réelle de l'autre ne fait que s'approfondir, comme si les financiers ne voyaient pas la misère qui est en train de grandir en ce moment. Maintenant, si les citoyens voulaient récupérer le pouvoir de création monétaire, ce serait très important. Et un moyen de faire ça, le seul que je connaisse, c'est de réassujettir la Banque centrale européenne en particulier, au pouvoir politique. Alors, au niveau européen, ça suppose de construire la fameuse jambe que l'équipe Delors n'a pas pu construire dans les années 90. L'équipe Delors qui a construit la zone euro s'est dit, bon, les négos avec les Allemands sont trop compliqués, on n'arrive pas à construire le volet politique de l'Union européenne, donc on va se contenter d'un volet économique et financier et monétaire.
on va faire la monnaie unique, on va faire le marché unique, on va libéraliser les marchés financiers de manière que les transactions soient fluides. Bon. Et puis, on espère que le volet politique arrivera après. Et l'espérance de l'équipe de l'Or, c'était que, au fond, ils avaient bien compris, c'était des gens intelligents, hein, que l'Union européenne ne marcherait pas comme ça, parce qu'on ne peut pas marcher sur une jambe. Il manquait la jambe politique, qu'elle allait donc se casser la figure à répétition. Mais le pari, c'était qu'on apprend à construire la deuxième jambe en se cassant la figure. Une espèce de ruse hegelienne version européiste fin des années 90. Sauf que ça marche pas et qu'on se casse la figure. La Grèce est détruite pour bien longtemps maintenant. L'Italie va entrer dans des eaux extrêmement dangereuses pour elle-même. La France ne tardera pas à suivre si on ne fait rien, comme l'actuel gouvernement. Et donc, ce qui est en péril aujourd'hui, c'est tout simplement l'implosion de la zone euro et voire du projet européen comme tel. Mais face à un tel risque, qu'est-ce qu'on pourrait faire dès maintenant? On pourrait au moins, par exemple, assujettir la BCE au Parlement européen et lui dire, vous avez des comptes à rendre de ce que vous faites auprès du Parlement européen, et le Parlement européen peut vous donner des missions, des instructions de politique monétaire à mettre en œuvre à partir de maintenant. Alors, il faut réécrire les traités, en tout cas réécrire au moins le mandat qui a été confié par les traités à la Banque centrale européenne. Mais voilà, ça fait des années maintenant que plus personne ne respecte les traités. Il est temps qu'on les remette en chantier et qu'on se dise, il faut reconstruire cette zone euro qui a été mal construite. Merci beaucoup Gaël, c'est plus clair maintenant. Et puis bon, si j'ai d'autres questions, je te rappelle. Ouais, super. Salut. À bientôt. Alors, j'avoue, il m'a un peu perdu quand il parlait de maintien du prix très élevé des actifs financiers. Et surtout en lui posant une question sur l'argent magique, je ne penserais pas qu'on en arriverait à parler d'une ruse hegelienne version européiste. Mais je retiens 3 choses. La première, c'est qu'il n'y a rien de magique que du politique. Et nos gouvernements successifs sont obsédés par leur ratio fétiche, comme dit Gaël Giraud, dette publique sur PIB, qui leur permet en fait de justifier leur politique d'austérité budgétaire. Deuxièmement, si au niveau de l'Union européenne on est proche de l'implosion, il est encore temps de prendre un virage pour une véritable transition écologique et sociale qui serait financée par la création monétaire de la Banque centrale européenne. Et troisième point, pour ça, il faudrait mettre un terme à l'indépendance de cette BCE et au moins l'assujettir au Parlement européen, ce qui nécessiterait de réécrire les traités, mais apparemment ça semble pas impossible. Bon, ce n'est pas simple, mais au moins c'est un peu plus clair. À la prochaine.